Bienvenue dans Contre-Expérience, le podcast qui met en lumière des parcours contre-stéréotypés dans la recherche. Chaque épisode va vous faire découvrir le quotidien, les défis et les réussites de femmes et d'hommes aux trajectoires atypiques. Je suis Romain Sabatier, directeur associé de Coop Égal, cabinet spécialisé dans l'accompagnement des organisations de travail dans leur transition égalitaire. J'accompagne le CNRS dans ce projet de podcast. Aujourd'hui, nous recevons Noélie. À 18 ans, elle démarre une fac d'art plastique. Elle en a aujourd'hui 42. Depuis 10 ans, elle est ingénieure d'études au CNRS. Noélie n'était pas destinée à rejoindre la communauté scientifique. Comment alors a-t-elle atterri au laboratoire de recherche en ingénierie des matériaux polymères ? Comment est-elle devenue responsable de plateaux techniques et de l'extrusion réactive pour créer de nouveaux matériaux plus éco-responsables pour l'industrie et l'agriculture ? C'est la contre-expérience de Noélie que l'on va partager aujourd'hui. Noélie, bonjour et bienvenue. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Romain. Si on rembobine un petit peu, si tu le veux bien, sur ton parcours, tes parents n'étaient pas scientifiques, tu n'avais pas de passion particulière pour l'extrusion réactive dès l'enfance, j'imagine ? Ah non, ça c'est sûr. Et du coup, comment en es-tu arrivé là ? Oui, ça c'est une longue story, on va dire. Donc j'ai grandi dans une petite ville de campagne, à côté d'Avignon. Je suis issue d'une famille de la classe moyenne et c'est vrai que mes parents n'ont pas eu la chance de faire des études supérieures, mais ils m'ont toujours motivée et poussée à faire des études et surtout des études que j'aime. Au lycée, du coup, je me suis quand même lancée dans un baccalauréat scientifique, mais c'est vrai que sans savoir quoi en faire de particulier. En parallèle, j'étais branchée architecture d'intérieur. Donc, après mon baccalauréat, j'ai opté pour la faculté d'art plastique à Nîmes, avec une forte dominante art contemporain. Donc, on peut dire que déjà, à l'époque, j'aimais bien manipuler la matière. Mais bon, je me suis vite rendu compte que ça manquait de concret pour moi. Et donc ensuite, je me suis inscrite dans un DUT Sciences et Génie des matériaux, toujours dans ma région, dont je ne voulais pas bouger à l'époque. Ensuite, j'ai quand même fini par bouger, il faut bien. Et c'est là où je suis arrivée sur Lyon pour une licence en matériaux polymères et un master matériaux que j'ai effectué en alternance. Du coup, j'ai travaillé à l'Institut français du textile et de l'habillement à Écully. Puis après cette année en alternance et du coup l'obtention de mon diplôme, j'ai enchaîné pendant pas mal de temps, 4 ans environ, les CDD et des périodes de chômage, donc périodes pas évidentes. J'ai dû candidater à des dizaines et des dizaines d'offres d'emploi, mais sans jamais en 4 ans effectivement penser au secteur public. C'est vrai que ça m'était jamais venu à l'esprit. À aucun moment, je ne suis allée voir les offres d'emploi sur le site du CNRS, par exemple, ou des universités. Puis un jour, en regardant le site de Pôle emploi, je tombe sur une offre de travail à l'IMP, donc le laboratoire d'ingénierie des matériaux polymères, dans lequel je suis aujourd'hui. C'était un contrat de contractuel, et à ce moment-là, c'est vrai que je ne savais pas que c'était mon premier pas dans la recherche publique. Autre concours de circonstances, on va dire. Après 3 ans en contractuel à l'IMP, un jour, j'ai ma collègue directrice de recherche, Jocelyne, vient me voir à mon bureau et me dit « Ah, il y a Flavien qui part à la retraite et son poste est ouvert au concours externe du CNRS. » Et puis elle ajoute « Franchement, ton profil irait trop bien, tu devrais vraiment postuler. » Je commence un petit peu à regarder l'offre. Et puis là, je lui dis, par contre, la deadline, c'est demain. Elle me dit, il n'y a pas de souci, rentre chez toi, prends ton après-midi et dépose ton dossier. Donc effectivement, à ce moment-là, j'ai pas eu le temps de me poser 36 000 questions et j'ai foncé. Voilà. Je ne me suis pas du tout laissée décourager, ni par le fait que le profil de poste était quand même un peu chimie, et c'est vrai que moi, je ne suis pas chimiste de formation, ni par la deadline qui était quand même assez serrée. Et j'ai quand même réussi à déposer mon dossier dans les temps. Puis, vu que c'était quand même un poste en interne à l'IMP, il me semblait correct d'en informer le responsable du poste que j'étais de la maison et que j'avais candidaté sur cette offre. Au final, j'ai réussi le concours et me voilà à l'IMP et au CNRS. Du coup, en y repensant, si Jocelyne ne m'avait pas parlé de ce poste ce jour-là, effectivement, je ne serais sans doute pas titulaire du CNRS aujourd'hui. Et puis, pour la petite histoire, c'est également Jocelyne qui, au départ, avait publié cette première offre d'emploi sur le site de Pôle emploi. C'est par ce biais que j'ai mis mon premier pied dans la recherche et dans le laboratoire IMP.
Bravo Noélie d'avoir pu saisir cette opportunité. Cette montagne était surmontable et puis on a vu que ça avait été déterminant, ça valait la peine pour toi. Cela révèle aussi l'importance de diversifier, je crois, les canaux de diffusion des offres d'emploi pour diversifier les profils et ne pas rester dans l'entre-soi. Big up à toutes les Jocelyne ou Jocelyn qui, au RH, vont diffuser les offres non seulement sur les espaces obligatoires, mais aussi sur Pôle emploi, LinkedIn ou via des réseaux égalité. Ça peut diversifier les candidatures et donc diversifier les recrutements. En chimie en France, on compte environ 50-50 de femmes et d'hommes dans l'ensemble des personnels de recherche et soutien à la recherche. L'unité de recherche où tu travailles, Noélie, est dirigée par une femme, Jannick Duché-Rumeau, et compte environ 200 personnels, tous statuts confondus. Personnel permanent et contractuel, dont les doctorants-doctorantes, des chercheurs-chercheuses et des personnels de soutien à la recherche, comme toi, en tant qu'ingénieur d'études. L'unité est globalement mixte puisqu'on compte 55% d'hommes et 45% de femmes. Par usage, on parle en effet de mixité professionnelle femmes-hommes quand on a dans un groupe professionnel entre 40 et 60% de femmes et d'hommes. Mais si l'on y regarde de plus près et que l'on prend seulement les personnels permanents de ton unité, alors on va perdre cette mixité globale puisque 2/3 des postes permanents, et donc les moins précaires et les plus valorisés, sont des hommes et 1/3 sont des femmes. Tu nous l'as dit, ça a été un cap dans ta carrière que de pouvoir passer titulaire au CNRS grâce à ce concours auquel tu as su répondre du jour au lendemain. Et à y regarder d'encore plus près, on voit que 5 personnels administratifs sur 6 sont des femmes dans ton unité, alors que du côté du personnel technique dont tu fais partie, on a une forte majorité d'hommes. Pour comprendre ton cœur de métier, peux-tu, si tu acceptes de relever le défi, parce que je sais que c'est pas toujours simple d'expliquer un domaine scientifique complexe, technique, pour le grand public, nous expliquer ce qu'est l'extrusion réactive? Alors oui, du coup, pour faire simple, je pense que vous visualisez tous ce qui est un tube plastique. Il est fabriqué par extrusion, qui est un procédé de plasturgie utilisé dans l'industrie des matériaux polymères pour la transformation des matières plastiques en produits finis ou semi-finis. Et le matériau polymère est la matière première qui constitue ce que l'on peut appeler vulgairement un plastique. Alors pour faire un peu plus simple, on commence toujours une étude avec des malaxeurs de petite taille dans lequel on y mélange à haute température diverses matières premières. Donc le polymère, mais également on y ajoute des additifs comme du talc ou des fibres de verre par exemple, et également des solvants. Et puis à partir de là, on va tester plusieurs formulations ou recettes et paramètres, et lorsqu'on a trouvé les bons, on peut monter en échelle. C'est à ce moment qu'intervient l'extrudeuse. Pour schématiser un petit peu, c'est un fourreau métallique chauffé contenant 2 vis à l'intérieur mis en rotation pour faire fondre les matériaux et les malaxer. Cela nous permet d'obtenir plusieurs kilos de matériaux dont on peut ensuite analyser les diverses propriétés. En quoi le travail de ton labo contribue du coup à relever les défis environnementaux? Alors souvent, quand on pense polymère, on pense plutôt plastique et donc pétrole. Mais il faut savoir que les matières premières peuvent être vraiment très diverses. Dans notre laboratoire, on tend à utiliser de plus en plus de matériaux biosourcés, naturels, pour remplacer les matériaux issus de ressources fossiles. Par exemple, on utilise des algues ou même des carapaces de crevettes. Alors bien sûr, pas des carapaces telles quelles comme on l'imagine, mais plutôt sous forme de poudre. Donc il y a un gros enjeu écologique aussi à recycler pour créer de nouveaux matériaux. On travaille par exemple avec plusieurs entreprises régionales sur différents projets pour recycler des pare-chocs de voitures, mais également des pots de peinture ou même du textile. Quelle formulation ou recette pour dépolluer, recycler, tout en ayant de bonnes propriétés? Tout l'enjeu est là. Par exemple, plutôt que d'utiliser un engrais polluant, la question est de comment mélanger les carapaces de crevettes et les algues en y encapsulant des bactéries pour créer un biofertilisant pour l'agriculture. Passionnant. Je regarderai plus les tubes plastiques ou les pare-chocs de voiture de la même manière. Merci beaucoup. Et on voit comment ton métier est au cœur des solutions dans la transition écologique. C'est vraiment passionnant. Concrètement, au quotidien, en termes de tâches, à quoi ressemble ton travail et qu'est-ce qui te plaît le plus, Noélie? C'est vrai que mon quotidien est peut-être pas simple à expliquer parce que j'ai plusieurs jobs en un. Mais je pense que c'est ça qui me plaît en fait. Pour mettre quelques chiffres, on va dire que 40% de mon temps de travail va à la gestion des 2 plateaux techniques dont j'ai la responsabilité, qui sont composés du coup environ d'une 20aine de machines.
40% va à mon domaine d'expertise, du coup, qui est l'extrusion et l'extrusion réactive, où là, j'apporte mon appui à la recherche, aux doctorants, aux postdoctorants et à mes collègues chercheurs. Les 20% de temps restants sont consacrés à ma casquette d'assistante de prévention, qui notamment implique de former les nouvelles personnes entrantes dans le laboratoire sur les règles de santé, sécurité au travail. J'ai également une petite casquette depuis 3 ans d'enseignante vacataire auprès d'une licence professionnelle mécatronique dans laquelle j'enseigne la plasturgie. Concrètement, environ, on va dire 7 jours par mois, je suis sur mon extrudeuse avec ma clé à molette et mon tournevis à préparer les expériences à venir et également à réaliser les différentes campagnes d'extrusion. Donc c'est vrai que c'est un job assez physique avec quand même une grosse part de mécanique. Et puis en parallèle de cela, je forme les nouveaux utilisateurs sur les équipements dont je suis responsable. Et puis bien sûr, je leur apporte mon expertise. Je fais également la maintenance de tous ces équipements quand c'est nécessaire. Et puis je m'occupe également de la partie technico-commerciale, on va dire, de ce parc de machines pour maintenir toujours nos installations au top. Et bien sûr, sans oublier la partie hygiène et sécurité qui intervient au fil de l'eau. Là, c'est ta casquette aussi d'assistante de prévention. Oui, voilà, c'est ça. Il faut faire un petit peu de tout. C'est vrai qu'aucune de mes journées de travail ne se ressemble et c'est ce que j'aime. Même si ça déborde parfois, j'aime apporter mon soutien à tout le monde. J'ai une devise que je répète souvent dans la vie mais également au travail, c'est qu'il n'y a pas de problème mais que des solutions. Ce que j'aime également dans mon job, c'est le côté social. C'est toujours être en contact avec les collègues, les aider dans leur recherche et dans leur quotidien. Et puis surtout, ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'autonomie que j'ai dans mon activité. Merci Noli, on entend cet optimisme et cette passion et un travail plein de sens. En quoi le fait d'être une femme occupant ton poste aujourd'hui constitue une expérience contre-stéréotypée d'après toi ? As-tu rencontré des obstacles particuliers liés notamment au fait d'être une femme ? C'est vrai qu'habituellement, tout ce qui touche au bricolage ou la mécanique sont plutôt des domaines réputés masculins. Quand j'indique où je travaille, c'est vrai que la plupart des gens m'imaginent en chimiste, avec mes petites éprouvettes dans mon laboratoire, et beaucoup moins avec un marteau et une clé à molette. Mais moi, en fin de compte, c'est ça qui me plaît, ce côté manuel et touche à tout. Même si, je l'avoue, ça peut parfois être éprouvant physiquement, j'ai toujours aimé ça. Par exemple, quand je vais au centre d'usinage pour commander ou chercher des pièces que l'on a fait fabriquer, du coup, dans l'atelier là-bas, il n'y a que des hommes. Mais malgré ça, j'ai toujours eu un bon accueil. Et puis, à force, ils me connaissent et ils savent que je ne suis pas une imposteur. Et puis, ce qui fait partie de ma devise, c'est que s'il y a un problème, je n'abandonne pas. Du coup, c'est vrai que je suis quelqu'un de persévérant et c'est apprécié. Et puis, surtout dans la recherche, c'est nécessaire, je vais dire. Et ma responsable aussi est une femme. Et c'est la spécialiste en recherche sur l'extrusion réactive. Elle aussi a ouvert la voie à montrer que finalement, la discipline est une affaire de femmes autant que d'hommes. Là où cela peut davantage surprendre, c'est quand je donne des directives à ces jeunes messieurs en tant que responsable de plateau technique. Surtout, par exemple, si je demande de passer l'aspirateur après l'utilisation des machines. Ou bien quand je donne des conseils aux jeunes chercheurs et chercheuses qui commencent leur thèse et pensent qu'ils ou elles n'ont rien à apprendre d'une simple ingénieure. Donc bien sûr, c'est pas une généralité, cela dépend des personnalités de chacun, mais ça se voit tout de suite quand mes remarques dérangent. Puis avec le temps, finalement, j'ai appris à m'adapter aux personnalités de chacun. Et puis on va dire que j'ai quand même un caractère qui me permet de m'imposer sans difficulté. Et le plus dur pour moi, ça a été plutôt d'apprendre à rester zen et à être plus diplomate, on va dire. Et avec l'expérience, j'ai compris que je n'étais pas une imposteur, ce qui m'a permis vraiment de gagner confiance en moi et pour faire face aujourd'hui plus facilement à ce genre de situation. Côté sexisme, c'est vrai que j'ai une petite anecdote. J'ai eu souvent à recadrer un collègue, un peu à l'ancienne, qui avait la fâcheuse habitude de faire des commentaires sur la tenue vestimentaire de jeunes doctorantes et avait même tenté de m'organiser un date avec un de ses collègues.
Donc j'avais toujours été bienveillante avec lui pour lui faire comprendre que ses dires étaient vraiment déplacés, car c'est quelqu'un qui avait quand même un bon fond. Mais jusqu'au jour où je suis rentrée dans le bâtiment après déjeuner, et là il m'attendait avec le prétendant, quoi. Ce jour-là, j'ai dû vraiment hausser le ton pour qu'il comprenne que c'était vraiment trop, que ce n'était plus du tout marrant et qu'il avait réellement dépassé les bornes, quoi. Même si je suis une femme indépendante et autonome, je sais quand même demander de l'aide quand c'est nécessaire, hein. Lorsque, par exemple, je dois déplacer des charges lourdes, c'est vrai que je n'hésite pas du tout à demander un coup de main à mes collègues plus jeunes. Et puis, nous sommes une équipe avant tout. Oui, et je suppose que c'est une problématique qui peut se poser peut-être à des collègues plus menus, quel que soit leur sexe, ou à des collègues qui, suite à une maladie, ont une vulnérabilité particulière, ou avec l'âge, peut-être peuvent pas porter les mêmes charges. Ça s'appelle de la solidarité et pas de la galanterie comme on voudrait parfois nous le faire croire. Comment justement, concernant ces différents enjeux au travail, tu as réussi à négocier tes conditions de travail et sur quel levier interne au CNRS ou à tes autres tutelles? On parle de tutelles pour les autres employeurs que le CNRS, parfois dans des unités qui relèvent de plusieurs employeurs. Donc sur quel levier interne as-tu pu compter? C'est vrai, quand je suis arrivée dans le secteur public, après avoir travaillé dans un gros groupe industriel privé, j'avoue que j'ai mis un peu de temps à prendre mes marques. Autant il y avait trop de management et de contrôle dans le privé, autant dans le laboratoire où je suis arrivée, j'ai été au départ surprise par une forme de grande autonomie où tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut et où surtout la latence de chaque démarche administrative peut effectivement dérouter quand on n'a pas l'habitude. Mais maintenant, c'est vrai que j'apprécie cette grande flexibilité et cette autonomie que j'ai dans mon activité. Par exemple, du coup, j'ai pu prendre un 80% dès la naissance de mon fils et actuellement, je ne travaille pas les mercredis, ce qui est très appréciable. Mes collègues se sont très bien adaptés à mon temps partiel. Si pour des raisons familiales, je dois arriver par exemple un peu plus tard le matin, je le peux. Mais du coup, inversement, si je dois rester un peu plus tard le soir pour une expérience, je le fais également sans problème. J'ai mon fils en garde alternée et j'apprécie du coup beaucoup cette souplesse qui me permet de passer en priorité mon fils la semaine où je l'ai et de m'investir davantage au laboratoire la semaine où je ne l'ai pas. Je ne pense pas qu'on puisse avoir cette flexibilité dans beaucoup de jobs. Et puis ce qui est super important pour moi, c'est que le lundi, entre midi et 2, c'est yoga. Et ça me fait beaucoup de bien. Également, c'est vrai que j'ai été bien accompagnée par le CNRS quand j'étais enceinte, parce que c'est vrai que j'avoue, au début, j'étais un petit peu angoissée du fait de mon activité et de l'exposition aux risques chimiques dans le laboratoire, car on manipule possiblement des matériaux dangereux, il y a des micro-poussières, des solvants. J'ai contacté la médecine du travail du CNRS et j'ai été accompagnée, soutenue. On a pu adapter mon poste sans difficulté. Du coup, pendant toute ma grossesse, j'ai pas fait d'extrusion. Et on a délégué cette tâche sans difficulté. Et j'ai été suivie régulièrement, ce qui a été parfait pour moi, quoi. Ensuite, j'ai fini par prendre en main finalement le dossier hygiène et sécurité du laboratoire, en devenant assistante de prévention pour améliorer les conditions de travail de tout le monde au sein du laboratoire. On reconnaît bien là ta persévérance oui, il faut toujours. et de trouver des solutions. La direction, c'est vrai que n'hésite pas à investir plusieurs dizaines de milliers d'euros dans l'hygiène et la sécurité, par exemple, pour installer des systèmes d'extracteurs d'air performants sur chaque installation, pour aspirer les polluants ou, par exemple, pour acheter des aspirateurs spécifiques aux produits dangereux. Pour une petite anecdote, en 2024, notre laboratoire a été choisi par le service sécurité au travail de l'UCBL comme service modèle pour la visite de 2 inspecteurs du ministère. Donc, c'était quand même une chouette reconnaissance, quoi. Merci beaucoup Noélie. Donc UCBL, Université Claude Bernard à Lyon, c'est ça? Tout à fait.
Et merci parce que du coup, ça nous fait évoquer les questions de santé au travail. Tu as parlé de sport qui était possible entre midi et deux sur ton lieu de travail. Tu as parlé aussi de la flexibilité horaire qui est importante pour toi. Et c'est vrai que quand on arrive à organiser ses temps de travail et ses temps personnels, on sait que ça va assurer une meilleure santé mentale, que ça va assurer aussi les temps de respiration qui sont bons pour la santé en général. Et puis tu as parlé aussi des risques métiers sur ta santé et comment tu as su les négocier, les aborder avec la médecine du travail notamment. Donc merci pour ton témoignage. Pour terminer notre entretien, Noélie, une avant-dernière question, la question I have a dream. Si comme t'as fait, Jocelyne, tu avais toi aussi une baguette magique aujourd'hui pour changer une mesure au travail, pour favoriser l'égalité et de meilleures conditions de travail, laquelle serait-elle ? J'ai la chance, je suis assez bien lotie dans mon laboratoire, car j'arrive à faire passer ma vie privée avant, tout en faisant correctement mon travail. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Je pense que ça devrait être le cas pour tous, femmes et hommes. Si je le pouvais, j'apporterais plus de flexibilité. Je permettrais à chacun de pouvoir organiser son temps de travail comme il le souhaite, afin de trouver son équilibre, car c'est ça, le bien-être au travail. Merci. Effectivement, cette question de l'organisation des temps au travail, elle est primordiale, que ce soit dans la flexibilité donnée ou par exemple, imaginons des réunions qui durent une éternité. Réguler un petit peu ça peut beaucoup changer nos journées et notre équilibre des temps. Tout à fait. Merci beaucoup, Noélie. Et peut-être une dernière question. Si tu avais un message à adresser aux jeunes générations, lequel serait-il ? Je leur dirais, osez, ayez confiance en vous et ne vous fermez surtout aucune porte. Écoutez votre ressenti. Alors c'est vrai que moi, je me suis souvent imaginé la vie comme une petite balade en forêt, avec plusieurs chemins qui s'offrent à nous. À chaque intersection, vous devrez prendre une décision. Et quoi que vous choisissez, cela sera toujours le bon choix. Foncez et ne regardez pas en arrière. L'avenir est devant vous. Et puis, si un obstacle se présente, faut rester fort, avoir confiance en soi et vous verrez, vous arriverez à le franchir. Mille merci Noélie pour ton travail, ta générosité communicative, je crois. Tu nous as montré qu'il n'y avait ni chemin tracé, ni figé. Merci encore à toi. Merci Romain et merci à toute l'équipe. Auditeurs, auditrices, si vous aussi, vous vivez une contre-expérience en occupant un métier qui n'était a priori pas fait pour vous, si on en croit les stéréotypes, partagez-nous en commentaire votre expérience en quelques lignes et une ressource rencontrée sur votre chemin pour suivre vos envies, indépendamment des stéréotypes. Merci beaucoup aussi de partager cet épisode pour inspirer de nouveaux collègues. Contre-expérience est un podcast rendu possible grâce au Fonds en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes, piloté par la Direction générale de l'administration et de la fonction publique. Ce podcast a été conçu en partenariat entre Coop Égal et la mission égalité du CNRS Rhône-Auvergne, avec le concours du studio Plus 8 et le précieux soutien de la Direction régionale Rhône-Auvergne du CNRS et de la mission pour la place des femmes au CNRS. À très bientôt pour de nouvelles explorations.